Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la crise universitaire, avec l'audience accordée aux étudiants de l'UGB au Palais de la République. Ceux de l'UCAD fustigent la démarche. Ils souhaiteraient participer à cette rencontre pour valider ensemble un document final. Éducation, surveiller les pensionnaires du centre aux sauvegardes de Cambérène dans de situations très difficiles, manque de personnel, de matériel pédagogique, entre autres. Ils appellent les autorités à venir à leur secours. Les magasins de grande surface de plus en plus prisés des clients. Du coup, ils se font rares au marché. Une concurrence qui soulève plusieurs questions que vous allez suivre dans un dossier. Ce sera en fin de journal. Et puis Mondial 2018, les Lions en plein dans la préparation à Sali. Le Mondial, on rêve de gamin qui se réalise pour le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal que vous entendrez dans ce journal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, la coordination des étudiants de Saint-Louis s'est prononcée sur sa rencontre avec le chef de l'État, Macky Sall, au Palais de la République. Elle révèle que la rencontre a porté exclusivement sur les faits. Ils rejettent ses membres rejettent toute tentative de corruption et réaffirment leur volonté de poursuivre le combat. Écoutons à ce propos les explications de leur porte-parole. Il s'appelle Babacar Cissé. Il est interrogé par Ousseynou Diop. Réservé à la présentation des condoléances, mais aussi de donner les bonnes informations au président sur les événements qui ont conduit à la mort du camarade Fallou Sène, rien d'autre. Par rapport aux autres universités qui estiment qu'en fait on ne les a pas associés au combat, nous tenons à informer que cette rencontre n'était pas le moment opportun pour parler en fait de la plateforme nationale, raison pour laquelle on s'est tout simplement limité par rapport aux circonstances qui ont abouti à la mort de Fallou Sène. À cet effet même, par rapport à la coordination nationale, une rencontre aura lieu le 28 mai 2018 au Palais présidentiel où le président de la République va rencontrer tous les étudiants du Sénégal. Par rapport aux gens qui disent qu'on a reçu en fait des sommes d'argent ou d'autres, nous leur disons la coordination des étudiants de Saint-Louis est une structure qui est incorruptible. Les membres de la coordination des étudiants de Saint-Louis sont responsables et très intègres. Et on ne va jamais au plus grand jamais recevoir de cadeaux pour venant de qui que ce soit ou bien n'importe quelle structure. On n'a jamais rencontré une autorité étatique depuis le début du combat jusque-là. Et nous tenons quand même à rassurer notre base que la coordination des étudiants de Saint-Louis est une structure qui est imperturbable par rapport à ses convictions. La coordination des étudiants de Saint-Louis compte sur vous, chers camarades, pour la réussite de ce combat. À cet effet, nous lançons un appel solennel à tous les étudiants du Sénégal pour sortir demain afin d'assurer la marche pacifique. Justement, concernant cette audience, les étudiants de l'UCAD fustigent la démarche. Ils souhaiteraient participer à cette rencontre pour ensemble valider un document final. Franck Dadidiata, leur porte-parole que je propose d'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye et Pape Sangone Baya. La logique voudrait qu'en tant qu'université, qu'on harmonise nos positions et qu'on aille ensemble, au moins qu'on discute sur un document unique. Mais comme tel est le cas, que chacun prenne ses responsabilités. Et l'UCAD, je pense que personne ne peut l'écarter du mouvement étudiant. Et l'UCAD également a des revendications qui lui sont spécifiques et qu'il aimerait aussi porter à la table de son Excellence, le président de la République. Évidemment, ils sont libres d'aller rencontrer le président. Et nous aussi, nous pensons qu'on aura l'occasion. Mais encore une fois, la logique voudrait qu'on se retrouve autour d'un seul ensemble. Ne serait-ce que pour discuter sur un document unique. La rédaction de TFM s'intéresse au mouvement estudiantin actuel en zoom sur le mode de revendication des étudiants, une sorte de portrait axé sur les questions de leadership, les formes de lutte, les critères de choix et de ceux qui portent les revendications des étudiants. Autant de questions soulevées pour s'arrêter sur le profil de ceux qui représentent les étudiants. En sujet signé Ibou Diouf. Avec ces séries de manifestations, c'est comme qui dirait que les étudiants ont ravivé la flamme. Meilleures conditions de vie et de travail, ils réclament justice pour un camarade tué. Ils évoquent qu'on parle de l'histoire de la lutte estudiantine comme il y a 50 ans. Si l'analyse tend à dresser une sorte de portrait du mouvement estudiantin qui anime depuis les indépendances le monde de l'enseignement supérieur, son objectif n'est pas de le situer formellement,
par rapport aux autres secteurs. Mais mai 68 reste une date repère pour ces milliers de jeunes, je veux dire les étudiants. De 1968 à nos jours, les mouvements estudiantins ont donc profondément évolué avec la naissance des universités dans les régions. Dès lors, on parle de plus en plus d'un enseignement supérieur de masse. Aujourd'hui, il faut réagir face à des conditions de travail difficiles, mais qui, alors, pour porter les revendications démocratiques des étudiants? Comment choisir pour défendre les causes des étudiants? Le choix sur le profil de ceux qui dirigent ces jeunes universitaires. Quel leadership pour des tentatives de réponse, des forces de proposition à la hauteur des attentes des étudiants? Ce syndicalisme naissant est-il nouveauté ou réinventation? Son poids aux yeux des autorités, autant de questions qui suscitent le débat. Quand les étudiants de l'université Alioune Diop, ceux de l'université Assane Seck de Ziguinchor et de l'ICAD ne se connaissent pas, peuvent-ils agir ensemble pour défendre la cause de leurs camarades de l'UGB? Question de taille. Un conseil d'apprenants pour prendre pourtant en charge cette préoccupation. Pour plus de présence, le mouvement estudiantin a besoin impérativement de renforcer sa culture démocratique, une masse réduite en minorité du fait que chacun prêche pour sa chapelle. Voilà pourquoi il est important de sauvegarder l'héritage des luttes sociales et pédagogiques. Une force principale repose sur l'idée de justice. Leur désir ardent de construire un monde nouveau, un combat demeure actuel plus que jamais. Le charisme, l'éloquence, la cohérence des qualités qu'on retrouve plus pratiquement chez les représentants des étudiants. Nos reporters ont essayé d'en savoir un peu plus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les coordonnateurs d'étudiants ne se voilent pas la face. Le problème, ils l'expliquent par la recherche de notoriété, de visibilité ou même d'absence d'amicale. Un sujet signé à Maïmouna Ndiaye et Pape Sang. Positionnement, discours dispersés, insensés ou parfois contradictoires. Les leaders estudiantins se cherchent, surtout quand il s'agit de s'adresser à la presse. Un problème réel constaté par le coordonnateur de la liste grise de la faculté des sciences juridiques et politiques. Ils sont, animés de mauvaise foi qui, à chaque fois que les journalistes soient en retard, après le retour, du collectif, passent, en dessous pour parler aujourd'hui à la presse. Le coordonnateur de la liste orange à la faculté des sciences techniques évoque plutôt l'absence d'amicale depuis 2014, ce qui engendre un problème de représentants légaux. S'il y avait par exemple des représentants dignes de leur nom, qui ont gagné leur élection, étant président par exemple de leur amicale, il n'y aurait pas ce genre de problème parce que ça sera facile de régler. Ce problème de leadership freine également certaines activités dans l'espace universitaire. Un conseil national des étudiants serait la bienvenue. L'organisation doit être une organisation globale des étudiants, de l'administration à la communication, pour que d'un commun accord, ces gens-là puissent établir des critères d'accompagnement du système universitaire pour adéquat pour les populations, pour qu'aujourd'hui l'université puisse refléter réellement son image. En attendant l'installation de ce conseil national, certains leaders estudiantins que nous avons rencontrés plaident pour l'harmonisation des positions. Et puis le calife de Seydi Hadji Rawane Ngom se prononce sur la mort de l'étudiant Fallou Sène. Il appelle l'État et les étudiants à discuter pour éviter de basculer le pays dans le chaos. Face à la presse, il a invité les différentes parties à la retenue et à un dialogue sincère. Voici son porte-parole que je propose d'écouter au micro de Seynou Diop. On l'a réuni devant le calife général de Mame Cheikh Seydi Hadji Rawane Ngom de Pal, pour permettre à ce dernier de se prononcer sur la situation du pays. Le calife ne pouvait rester insensible pour ne pas se prononcer. C'est ainsi qu'il appelle les uns et les autres à la retenue pour un Sénégal apaisé. C'est vrai que nous sommes à la veille des consultations qui peuvent
intéresser tout un chacun, mais quand même que le jeu reste véritablement loyal. Aussi appeler les étudiants de toutes les universités du pays à rejoindre les amphithéâtres. Parce que quand même, c'est leur avenir qui est en jeu. Donc, qu'ils regagnent les amphis et que les négociations continuent certainement avec les prières dites ici dans la mosquée, à Pâle et à Saint-Louis. Certainement, un accord sera trouvé et que le pays retrouvera, Inch'Allah, son calme. Éducation, surveiller la réinsertion des enfants en situation difficile ou en conflit avec la loi pose problème au centre sauvegarde de Cambérène. Les 150 enfants reçus ici sont dans des conditions peu enviables, manque de matériel pédagogique, de personnel entre autres. Les autorités sont invitées à réagir dans ce reportage signé Salif Sow et Asmalik Diop. Centre sauvegarde de Cambérène, un service extérieur de l'éducation surveillée et de la protection sociale. Ici sont reçus les enfants en situation difficile. Le ministère de la Justice contribue ainsi à la formation professionnelle des enfants, mais avec un personnel peu suffisant et un manque de matériel criard. Le manque de matériel, le manque de personnel surtout parce que nous sommes que 3 éducateurs spécialisés. Et le centre a été fermé pendant un certain temps, ce qui explique le rush de l'effectif. Les moyens ne sont pas suffisants. Parce que si vous calculez le budget par rapport au nombre d'enfants, on n'ose pas dire le ratio. L'autre mal du centre reste l'occupation anarchique aux alentours et dans le centre même. L'occupation, Madame la directrice vous a dit qu'elle va contacter les autorités, mais la visibilité du centre vraiment fait défaut. Responsable, c'est la mairie de Golfe Sud. L'état des lieux est fait. Et malgré les difficultés notées dans la prise en charge des enfants, un meilleur avenir est promis sans émettre des réserves, bien entendu. Tout ne peut pas être fait en un temps record. Donc nous avons pensé soumettre à l'autorité un plan stratégique triennal pour les infrastructures et un plan stratégique quinquennal pour tout ce qui est. Pour le plan triennal, c'était la réhabilitation des infrastructures, mais pour le plan quinquennal, c'était la construction de nouvelles infrastructures et leur équipe. Le centre sauvegarde de Cambérène forme les enfants en situation difficile en menuiserie bois, menuiserie métallique, froid industriel, mécanique générale, tapisserie, sérigraphie, couture et restauration. Au chapitre judiciaire, les plaidoiries des avocats de la défense continuent au tribunal de Dakar dans le dossier des présumés terroristes. Après le réquisitoire du procureur, l'audience a été suspendue cet après-midi jusqu'à jeudi par le juge Samba Kane qui s'est mis dans l'obligation de commettre d'autres avocats pour la défense. Les détails dans ce récit signé Mambiram Diouf. Keïta, Boubacar Bekol Ndiaye, Mohamed Dem, Mamadou Moustapha Mbaye, des accusés pour qui le procureur avait requis l'acquittement. Leur séjour en prison est inconcevable selon leurs avocats qui dénoncent la légèreté avec laquelle le maître des poursuites a géré leur dossier. Il n'y avait aucun fait qui pouvait être imputé à Omar Keïta, par exemple, d'excite maître Hassan Dioma Ndiaye. Aucun élément objectif de nature à pouvoir envisager de renvoyer Keïta en prison, ajoute-t-il. Sa mise en liberté provisoire, demandée également par maître Hilal, qui estime que leur client présente toutes les garanties pour sa représentation et qu'il ne peut y avoir de trouble à l'ordre public en le libérant. Eh bien, cette demande s'est heurtée à la vue du procureur, selon qui ce serait préjudiciable pour la suite du dossier. Le juge Samba Kane a quant à lui renvoyé le délibéré jusqu'à la fin des débats. Ibrahim Mbalo, pour qui également le procureur avait requis la perpétuité, devra garder l'espoir de voir la plaidoirie de maître Ibrahim Mbeng porter ses fruits. Son avocat, qui demande l'acquittement, trouve que son client était parti tout simplement en Mauritanie apprendre la charia, travailler et qu'il n'a subi aucunement une formation militaire. Même situation pour Mamadou Lamine Mbalo, qui espère que le juge ne va pas suivre le réquisitoire du procureur qui avait demandé son emprisonnement à vie. Le président de la Chambre criminelle spéciale donne rendez-vous ce jeudi au tribunal et n'écarte pas de saisir le bâtonnier pour des commissions d'office après l'absence de plusieurs avocats notés dans l'après-midi du mercredi. Politique, l'opposition n'a pas assisté à l'installation du comité ad hoc sur le parrainage pour le journaliste analyste Ibrahima Bahoum. Ce n'est pas une bonne chose pour le déroulement du processus électoral. Il a rencontré nos reporters Fatou Bintou Conté et Diafaraba.
votre ami. Encore une fois de plus, l'opposition a brillé par son absence lors de l'installation du comité ad hoc sur le parrainage. Mais cette fois-ci, a révélé Hassan Ba du PDS, l'opposition dite significative n'a pas été invitée. Que l'opposition dite significative n'a pas été invitée à cette rencontre. Nous n'avons pas reçu de la part du gouvernement une invitation officielle de notre part pour venir à cette rencontre. Logique, dans la mesure où ils ont toujours été contre cette loi sur le parrainage qu'ils ont combattu jusqu'à leur dernière énergie. Le plus important, c'est que l'opposition dite significative est contre la loi sur le parrainage. Nous l'avons démontré le 19 avril passé. Vos reporters étaient là-bas, le peuple était sorti et Dakar était bunkérisé. Nous étions dans un état de siège, puisque véritablement, nous ne permettrons pas à Macky Sall de choisir ses propres adversaires. Ces boycotts de l'opposition dite significative n'est nullement la meilleure des choses pour une démocratie. Le journaliste Ibrahim Bahoum estime qu'il est du devoir de l'État d'intégrer cette opposition dans toute discussion. On ne peut pas les exclure d'un processus en pensant ensuite que ce processus peut être crédible. Ça n'est pas possible. Maintenant, en posant des actes depuis quelques années déjà, alignés d'une certaine manière, le président de la République a réussi la prouesse de perdre la confiance de ses adversaires. En tout cas, cette opposition compte se battre à tous les niveaux pour que le processus électoral soit clair. Fatou Bintou Konté, initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le Sénégal, placé premier pays en Afrique et quatrième dans le monde des résultats issus de l'enquête de l'ITIE. Le Sénégal compte maintenir son rang selon le directeur, donc Mankeur Ndiaye, le président du comité national plutôt, que nous écoutons au micro de Cheikh Diop. Comme nous l'avons dit, c'est continuer de travailler et surtout de mettre en œuvre les recommandations. Parce qu'à l'issue de la validation, il y a des recommandations fortes qui ont été faites au Sénégal et je pense que le gouvernement a conscience qu'il faut que ces recommandations soient suivies d'effet, que les différentes administrations qui sont concernées ou interpellées les mettent en œuvre. Notre sentiment, dès qu'on a eu cette notation, c'est un sentiment de satisfaction, naturellement, mais également c'est un sentiment de responsabilité. Parce que pour la première validation, obtenir progrès satisfaisant, c'est très rare et c'est un défi. Parmi les pays qui nous ont devancés, il y en a qui ont eu progrès satisfaisant à leur deuxième validation. Je ne veux pas citer des pays, diplomatiquement je ne cite pas de pays, mais il y en a qui ont eu progrès satisfaisant à leur deuxième validation. Il y a beaucoup de pays africains également qui ont été examinés, comme le Sénégal, lors du dernier conseil d'administration, mais qui n'ont pas pu obtenir la note progrès satisfaisant, qui ont obtenu la note progrès significatif. Les pays africains, dont certains d'ailleurs ont adhéré à l'ITIE bien avant le Sénégal, mais qui n'ont pas pu avoir progrès satisfaisant. Puis les opérateurs économiques de la filière anacarde, c'est en Casamance, réclament plus de conteneurs au ministre du Commerce Alioune Sarr. La filière se porte bien dans cette partie du pays. Au moins 1500 tonnes d'anacarde ont été embarquées pour la première fois au port de Ziguinchor. C'était en présence donc du ministre du Commerce. Les détails dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Le chargement de ces sacs d'anacarde à partir du port de Ziguinchor, une première au Sénégal, notamment dans sa région sud. Et c'est le ministre du Commerce qui le supervise. C'est une preuve que justement le port de Ziguinchor est prêt pour charger toute l'anacarde produite dans cette région. Donc le défi logistique a été levé. Le défi de la compétitivité également des armateurs a été prouvé pour justement transporter l'anacarde produite dans la région de la Casamance. C'est aussi un défi de la diversification de la région naturelle de la Casamance. À partir de maintenant, tous les produits fabriqués ou cultivés en Casamance trouvent naturellement à partir d'ici au port de Ziguinchor la possibilité d'être exportés soit à l'étranger, soit envoyés dans les régions du Sénégal. La coordination du gouverneur de Ziguinchor retient l'attention du ministre Alioune Sarr. C'est aussi un défi de la capacité administrative. Je dois féliciter le gouverneur de la région de Ziguinchor qui a coordonné l'ensemble des services de l'État, les forces de défense et de sécurité, les douanes, le port, pour qu'aujourd'hui nous puissions justement, 15 jours seulement après la décision, constater que l'anacarde est en train d'être transportée.
Sauf que les exportateurs sénégalais qui passaient par Banjul sont impatients d'avoir des conteneurs à Ziguinchor. Ça reste encore, on veut les conteneurs. On veut les conteneurs, on veut les grues pour que les choses se passent beaucoup plus rapide. Parce que le bateau, on le charge en vrac. Et quand les conteneurs viennent, le travail sera beaucoup plus rapide. L'objectif de notre pays est de pouvoir exporter 50 000 tonnes d'anacarde. Le village de Ndiaye, dans la région de Thiès, dans le désarroi total, les populations consomment de l'eau souillée provenant des puits. Les femmes de la localité, pour pouvoir utiliser l'eau, sont obligées de patienter pendant 2 heures de temps pour purifier l'eau. Les populations donc invitent l'État à leur venir en aide. Une correspondance signée Cheranta Diop et Seyla Terre. Ndiaye, un village de la commune de Pire. Ici, le liquide précieux se fait rare. Les femmes de la localité sont obligées de patienter 2 tours d'horloge autour des 2 puits du village pour purifier l'eau avant consommation. Regardez cette eau, elle est impropre à la consommation, elle contient des larves, toutes sortes de saletés. On purifie cette eau, malgré son état, nous buvons cette eau. Les habitants du village sont aussi confrontés à un sérieux problème de santé, la localité n'ayant aucune structure sanitaire. Aussi, l'électricité fait défaut. De Yendonan à Ndogono, sur les 59 villages de Pire, seuls 2 sont électrifiés. Regardez, la case de santé, elle est toujours en chantier. Elle a été entamée par feu Serigne Moustapha Cissé Pire. C'était du temps du président Abdou Diouf. À Ndiaye, l'accès est difficile du fait d'une route sablonneuse impraticable. Les populations souhaiteraient bénéficier du programme d'urgence de développement communautaire. Je vous l'annonçais également dans les titres de ce journal. Les magasins de grande surface se font une place au soleil. Du coup, les clients se font extrêmement rares au marché, dans nos marchés traditionnels. Des commerçants dénoncent cette situation. L'UNACOA Diapo propose de son côté l'encadrement de la libéralisation du marché. Dans ce dossier, direction du commerce intérieur, commerçants et grandes surfaces réagissent. C'est signé Fatigan et Younous Diata. Ndiagabey est l'un des premiers occupants du marché de Yoff. À l'époque, nous avions des étals au marché. Après plus de 30 ans de commerce, une reconversion brusque, inattendue. Il est devenu marailleur à 60 ans révolus. J'ai fini par fermer boutique. Le commerce ne marchait plus. Abdoulaye, un ancien collègue de Ndiaga, établi toujours au marché de Yoff. Lui aussi est loin de ce qu'il appelle la belle époque. Vous savez, en début de Ramadan, j'étais toujours débordé. Je n'avais même pas le temps pour me reposer. Ici, les clients ne sont plus nombreux, les grandes surfaces pointées du doigt. Je ne sais pas ce qui se passe, mais les activités sont au ralenti. Les grandes surfaces tuent notre commerce. Il faut noter que les activités ne marchent plus. Nous prenons en charge notre famille. L'objectif de Auchan n'était pas à la base de tuer le marché local, c'était plutôt de contribuer de contribuer vraiment à faciliter l'accès aux clients lambda, de venir sans complexe dans un supermarché. Je pense qu'auparavant, c'était vraiment un préalable de se déplacer, d'aller dans un supermarché pour faire ses achats. Le commerce local est-il menacé ? Des commerçants en souffrent énormément, mais il n'y a pas que des commerçants qui vont en souffrir ou qui en souffrent en ce moment. Il y a également que le transport marchandises va en souffrir. Et même le transport informel, les tireurs de pousse-pousse vont en souffrir, les charretiers vont en souffrir. La masse résonne en termes de prix. Donc si vous vendez à des prix inférieurs au prix du marché, ça attire la clientèle. Aujourd'hui, ces grandes surfaces offrent des cadres qui font que vous pouvez peut-être descendre de votre boulot, passer, faire le marché. Donc tous ces facteurs-là conjugués font qu'il y a des exigences qui étaient là
jusqu'ici insatisfaite, en tout cas que ces grandes surfaces commencent à prendre en charge. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est vrai que même il y a des gens, même s'il y a une grande surface ici, ils préfèrent aller à la boutique. Les prix sont différents, les points de vente aussi. Le choix revient aux consommateurs. Les filles aussi produits c'est frais et puis il y a la qualité, c'est moins cher. 1, 2, 3, top SS1 pour Fatih. Nous devons les soutenir, les commerçants locaux qui sont ici au marché. J'ai l'habitude d'aller faire mes courses dans les grandes surfaces. Je viens très rarement au marché. L'encadrement de la libéralisation du marché proposé par les commerçants. Je rappelle que le secteur du commerce est le premier pourvoyeur d'emplois dans notre pays. Il y a plus de 3 millions de Sénégalais qui vivent du secteur informel. Alors, si la multinationale vient justement déstructurer tout ce fonctionnement, toute cette organisation qui avait été mise en place, et ne produit pas en contrepartie autant d'effets positifs qu'on pouvait en attendre, forcément, il va y avoir des problèmes. Donc, si les gens le comprennent, donc, ils n'ont qu'à investir, donc, à mettre de la qualité, à mettre un niveau de service qui puisse attirer la clientèle. S'ils ne le font pas aussi, ce n'est pas à l'État de dire oui, vous n'avez pas le droit d'entrer dans telle boutique, mais d'entrer dans telle grande surface, mais non aller dans l'autre boutique. Voilà, donc ça aussi, vous comprenez un peu la position de l'État. Moi, ce qu'on aurait dû peut-être faire, c'est d'essayer de distinguer, en tout cas les marchés où il y a l'ancienne forme de distribution, et essayer de les distinguer, en tout cas en termes de positionnement. Je veux dire, je vois aujourd'hui mal, en tout cas, qu'une grande surface s'implante au cœur d'un marché. En attendant, Diagabey a fermé boutique. Quel est le sort de ceux qui résistent encore? Les grandes surfaces, elles, continuent leur petit bonhomme de chemin. Fatiga, notre reportage Ramadan, les professionnels du froid sollicités durant cette période donc pour des réparations de réfrigérateurs et d'autres. Ce petit bémol donc pour les commerçants, la période de Ramadan coïncide cette année avec un léger vent de fraîcheur, ce qui complique donc leur chiffre d'affaires. Un reportage signé Aminata Maresso et Younous Diatta. C'est une activité qui tourne en cette période de Ramadan. Sidi Sow et son équipe sont sollicités pour des réparations ou des achats. On a reçu pas mal de personnes. D'ailleurs, tout à l'heure, là où je suis, là où vous m'avez trouvé même, on m'appelle de Kenbaïfal pour une réparation. Le mois béni musulman, un moment bénéfique pour ces techniciens de froid. Durant la période du Ramadan, vraiment... il y a eu vraiment de pas mal d'achats sur les frigos. Toutefois, le vent frais qui souffle encore dans la capitale sénégalaise ralentit les ventes comparées aux années passées. Puisqu'il fait froid, il n'y a pas assez de clients comme ça. Là. Magal de Touba, Gamou, Ramadan ou approche de la Tabaski, entre autres, une aubaine pour ces professionnels de froid. Un mot de sport avant de boucler cette édition avec les Lions du Sénégal qui sont prêts pour le Mondial 2018. Jouer cette compétition, un rêve de gamin qui se réalise pour nous. C'est entre autres ce que nous pouvons retenir de ces propos du capitaine Cheikhou Kouyaté que je vous propose d'écouter au micro de nos confrères de la FSF. On attend les autres pour qu'ils arrivent pour mieux préparer la Coupe du Monde. Donc on était 7 joueurs, donc on attend le reste du groupe. L'atmosphère est bien, c'est la Coupe du Monde, c'est pas la Coupe d'Afrique. Et je pense que tout le monde est prêt. C'est pas donné à n'importe qui la Coupe du Monde. C'est le moment, c'est un moment spécial pour nous. C'est un rêve de gamin qui se réalise. Un joueur de foot qui joue la Coupe du Monde. Voilà, il faut dire que c'est une fierté. Et c'est un événement qu'on a vécu quand on était gamin. C'était une fierté de regarder les El Hadjouf, les Henri Camara, les Fadiga. Maintenant, c'est à notre tour d'écrire notre propre histoire et de montrer au peuple sénégalais qu'on peut faire quelque chose aussi. Mais ce n'est pas une pression, c'est une source de motivation. Parce que voilà, voir nos aînés faire ce parcours-là, maintenant, ça nous fait rêver. On rêve de faire comme ils ont fait ou faire mieux.
Les Lions du Sénégal, rappelons-le, qui vont recevoir le drapeau national des mains du chef de l'État. Ce sera ce jeudi. Voilà, c'était tout pour cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.